Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Chargé de TD. Troisième épisode, pas vraiment. On est sur la troisième partie du troisième épisode, qui était cette partie d'épisode était consacrée aux exercices juridiques qu'on demande aux étudiants en droit. L'épisode dernier était consacré à l'art du cas pratique et l'épisode d'aujourd'hui, qui fait logiquement suite à cette deuxième partie d'épisode, est consacré à l'art de la plaidoirie cette fois-ci. Pourquoi je dis suite logique? Puisque si on peut considérer que le cas pratique est l'exercice de fond, on pourra considérer aussi que la plaidoirie, l'exercice de plaidoirie, est la mise en forme de cet exercice de fond. Je reprends les mots que j'ai employés à la fin du dernier épisode. Le cas pratique, c'est pas vraiment ça, c'est pas uniquement le fond. Bien entendu que le cas pratique, c'est aussi beaucoup de mise en forme, de comment vous allez faire passer vos idées à l'écrit. Donc c'est pas que du fond, ce serait pas tout à fait vrai de dire ça. Mais néanmoins, la forme qui nous intéresse vraiment dans la remise en forme du cas pratique, quand on va le dire à l'oral, c'est la plaidoirie en elle-même, puisque c'est ça qui nous paraît en tout cas le plus intéressant quand on s'est entraîné, qu'on a répondu à des questionnements juridiques, qu'on a donné un conseil à l'écrit, et ben vient le moment de plaider ensuite, hein. Quand un avocat a rédigé ses conclusions et qu'il a dans sa tête, en tout cas, trouver la bonne réponse à la question qui se posait, vient le moment où il va devoir plaider devant le tribunal pour convaincre maintenant le juge, puisqu'il est convaincu lui-même de ses conclusions, encore heureux, mais vient le moment où il va devoir convaincre un tiers qui est le juge, qui lui donnera ou non raison, qui fera droit à la demande ou qui ne fera pas droit à la demande. Donc la plaidoirie, c'est évidemment un enjeu crucial pour l'avocat, mais aussi du coup pour les étudiants, puisque vous, étudiants, vous allez être amenés régulièrement, je l'espère pour vous durant votre cursus universitaire. Je dis je l'espère parce que ce n'est pas le cas de toutes les universités, hein. Toutes n'ont pas la même philosophie des études de droit. Certaines vont vous pousser plus que d'autres à prendre la parole, à vous exprimer à l'oral, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités, ce qui n'est pas la philosophie de tous les profs à l'université non plus. Ce qu'on peut regretter, je pense, puisque le droit, c'est la parole. Le droit, c'est la parole à l'écrit, certes. On s'exerce beaucoup à écrire, mais le droit, c'est l'oralité. C'est comme ça qu'on diffuse une idée, c'est comme ça qu'on peut convaincre. Je ne dis pas que le droit, c'est que l'oral. Loin de là. On a même certaines juridictions maintenant qui ne fonctionnent que sur la base des conclusions écrites, et on accorde moins d'importance aujourd'hui à la plaidoirie devant les juridictions civiles. Néanmoins, la capacité de s'exprimer dans une plaidoirie, c'est très très important et c'est quelque chose qui doit se travailler dès l'université puisque c'est le moment de s'exercer. La difficulté, c'est que si vous ne le faites pas à l'université parce que vous n'êtes pas invité à le faire, vous allez peut-être partir avec un boulet au pied que d'autres étudiants, d'autres facultés, d'autres universités en France n'auront pas. Toujours est-il que vous allez peut-être être mis dans la situation de la plaidoirie en cours, de cet exercice de plaidoirie. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes au moins au stade du master, parce qu'au stade du master, vous pouvez vous permettre de communiquer plus librement avec vos profs et leur dire quelles sont vos attentes. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez leur exprimer ce besoin, cette envie de plaider pour vous entraîner à plaider. En licence, ça risque d'être un peu plus délicat. Vous êtes beaucoup plus nombreux et les TD, même en TD où vous êtes qu'une quarantaine par classe grand max, ça reste quand même beaucoup d'élèves à faire plaider. En master, c'est déjà un peu plus accessible. Si vous êtes confronté à cet exercice de plaidoirie, cet épisode de podcast est fait pour vous. C'est dans cet épisode que je vais essayer de vous donner les meilleures clés, les meilleurs conseils possibles pour réaliser cet exercice de plaidoirie le plus sereinement possible, c'est important, mais aussi le mieux possible pour correspondre, encore une fois, on le répétera jamais assez, aux attentes. Qu'est-ce qu'on attend de vous quand vous plaidez? Qu'est-ce que le magistrat attend de vous? Nécessairement, quand vous serez amené à plaider devant une vraie juridiction pour des vrais dossiers, pour des vraies personnes, il attendra certaines choses, ou en tout cas, il attendra à ce que certaines choses ne figurent pas dans votre plaidoirie, tout comme le prof qui va vous demander de plaider devant une classe va attendre certaines choses de vous. Et donc, on va commencer. D'abord, alors, comme tous les épisodes qu'on a pu faire jusqu'ici et comme les prochains épisodes, on va être amené à segmenter notre propos. Je vais segmenter dans cet épisode le propos en plusieurs catégories. La première catégorie qui est finalement totalement logique, c'est qu'avant de plaider,
Vous allez vous préparer à plaider. Donc première catégorie, premier point, la préparation à la plaidoirie. Évidemment, étant donné que c'est un exercice juridique que vous allez pratiquer en cours, vous n'allez pas juste mettre les pieds dans le plat, on va pas juste vous donner le dossier 20 minutes avant, on va pas te dire prépare-toi et tu plaides dans 20 minutes. On n'est pas dans une série américaine. En cours, si on vous donne cet exercice, on va vous donner un dossier, on va vous demander d'argumenter, soit on va vous donner des arguments qu'on va vous demander ensuite de plaider, soit on va directement vous donner un dossier et on va vous demander de construire une stratégie. La construction de la stratégie, elle se fait, comme on l'a vu à l'épisode précédent, au stade du cas pratique. La mise en forme de cette stratégie dans le cadre de la plaidoirie, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le cadre de la préparation, ce qui est super, super important à toujours retenir, c'est la gestion du stress. Stresser, ça se voit, stresser, ça vous fait perdre vos moyens, stresser, ça vous fait rater votre exercice. On n'est pas tous égaux du tout face au stress. Certains étudiants sont de nature peut-être très nonchalante et très à même de gérer le stress même quand ils y font face à ce stress. D'autres étudiants peuvent avoir tendance à se décomposer face au stress, c'est-à-dire subir plus que de raison ce stress, puisque le stress, on y est absolument tous soumis. C'est quelque chose de chimique dans notre corps, le stress, c'est normal quand un événement présente une certaine gravité, un certain sérieux, on va avoir cette dose de stress dans notre corps qui, à la base, est faite pour nous aider, pour nous pousser à l'action. Mais pour d'autres, ça peut avoir l'effet totalement inverse, l'effet de se décomposer, de rester totalement immobile et ou de rater totalement ce qui est censé être fait, c'est-à-dire l'exercice à réaliser. Alors ça peut être le cas pour une plaidoirie, comme ça peut être le cas pour n'importe quel partiel finalement. C'est juste que la plaidoirie, ça va être l'exercice où vous allez être mis en face du prof qui va vous corriger, qui va avoir le rôle de magistrat, et des autres élèves, les étudiants, qui pourront avoir un jugement sur vous, un jugement qui soit implicite à l'intérieur de leur tête ou explicite qui pourrait potentiellement se moquer de vous. Alors je vous rassure, à l'université, on est quand même des adultes, donc on est assez mature pour ne pas se moquer de ses camarades. Donc ça, à la limite, c'est déjà quelque chose que vous pouvez évacuer. Dites-vous que si vous passez à l'oral, si vous plaidez devant votre classe, il y a 1% de chance que vous ayez des moqueries. Et si il y a des moqueries, ça vient juste de personnes un peu abruties, pour le dire de façon gentille. Donc, c'est pas l'inquiétude numéro 1 que vous devez avoir. Ce que vous devez toujours vous dire, c'est que le stress, il est provoqué par deux choses. C'est ma vision des choses sur le stress de façon générale, mais qui s'applique du coup à la plaidoirie, puisque c'est là où vous êtes soumis à ce fameux stress, qui peut vous empêcher de réaliser l'exercice correctement. Soit tu stresses parce que tu ne maîtrises pas ton sujet d'exercice, tu ne maîtrises pas ton argumentaire, et dans ce cas-là, je n'ai qu'une seule chose à dire, et on pourrait littéralement s'arrêter là, c'est boss. Voilà, si tu stresses parce que tu penses que tu vas te rater parce que tu n'as pas assez travaillé, travaille, bosse en amont, et ton stress, ce stress-là en particulier, va s'évacuer tout seul. Ça, c'est le stress le plus gentil parce que c'est le stress sur lequel on a un contrôle très simple. On a juste à travailler et en fonction des personnes, il s'évacue tout seul. J'ai travaillé, je suis sûr de moi, j'y vais, je ne stresse pas. Très bien. On a un autre stress. Celui-là, il est plus vicieux. Tu maîtrises ton exercice, tu maîtrises la plaidoirie, tu maîtrises tes arguments, ils sont solides, mais tu as cette fâcheuse tendance, cette manie de faire une montagne d'un rien. Ce qui t'amène nécessairement à paniquer. Et dans ce cas-là, très facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire pour les personnes qui sont soumises à ce stress, il faut dédramatiser. Il faut enlever la symbolique de tout. Quand je reprends l'exemple de la classe, comment dédramatiser quand on a l'impression qu'on va se foutre de notre gueule? C'est juste de se dire que justement, il va absolument rien se passer. Personne ne va se foutre de nous. Voilà, il y a 99% de chances que tout se passe bien et 1% que ça se passe pas bien. C'est littéralement comme traverser au passage piéton. Okay, 99% de chances que ça se passe bien, 1% de chances que ça se passe pas bien. La plaidoirie, c'est pareil. Le fait que les camarades se fichent de vous, c'est pareil. Toutes ces montagnes que vous faites de petits riens, c'est toujours des 1%. Puisqu'il y a 99% de chances que tout se passe bien. C'est le genre d'exercice mental, ce que je suis en train de faire.
qui sont pas forcément entendables en tant que tels, mais que vous devez vous efforcer de faire en amont, avant de faire l'exercice, pour essayer de le dédramatiser. Ok. Moi, c'est facile à dire, mais ça sera plus entendable pour vous quand ça sera vous qui vous le direz dans votre tête avant de faire l'exercice. Dédramatiser, toujours dédramatiser, puisque c'est ça qui fait arriver serein. Et quand on arrive serein pour faire une plaidoirie, on arrive avec des arguments solides, et ben on arrive avec de grandes chances de réussir l'exercice qu'on nous a demandé. Comment dédramatiser, notamment par exemple la prise de parole? C'est ça qui parfois peut être délicat. Parfois on a des choses très intéressantes à dire, en plaidoirie ou dans d'autres contextes, mais on ne les dit pas, puisqu'on n'ose pas littéralement prendre la parole, prendre la voix dans un contexte où il y a beaucoup de monde, parce que c'est pas facile, naturellement, en fonction des personnalités de chacun. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est exercer cette capacité à prendre la parole. Comme je le disais, on n'est pas encouragé de la même façon en fonction de l'université dans laquelle on fait ses études de droit pour prendre la parole. On aura certaines facs qui vont pousser à la prise de parole. Certaines facs vont proposer beaucoup de concours d'éloquence. Je pense que c'est proposé dans toutes les universités, mais il me semble que certaines universités proposent même des cours d'éloquence pour se préparer à ces concours d'éloquence. Certaines facs, comme je le disais, vont vous pousser à vous exercer, à faire des plaidoiries, puisque faire, c'est le meilleur moyen de s'exercer à être à l'aise à prendre la parole. Maintenant, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, puisqu'on n'est pas tous dans les mêmes universités. Ce qui est essentiel, c'est de se saisir de toutes les opportunités qu'on a pour prendre la parole. Je suis le genre de prof qui va essayer d'encourager au maximum les élèves à prendre la parole et qui va essayer d'aller dans le sens de ceux qui ne sont pas nécessairement à l'aise à prendre la parole. C'est-à-dire que c'est assez facile à voir qui a des choses à dire mais n'ose pas les dire et qui ose très facilement prendre la parole. Ça se remarque juste dans le langage corporel, dans le non-dit. Beaucoup d'étudiants marmonnent. Beaucoup d'étudiants ont la bonne réponse et marmonnent. Je ne veux pas forcer ces étudiants à parler, mais j'essaye toujours au mieux, quand j'ai identifié qui sont les étudiants qui ont la réponse. J'essaie toujours de les encourager à prendre la parole pour donner la réponse. Et j'essaye aussi d'encourager les étudiants qui n'ont pas la bonne réponse, ou en tout cas qui ne savent pas s'ils ont la bonne réponse, à quand même s'exprimer. Puisqu'on dédramatise aussi la prise de parole quand on dit des bêtises et quand on voit qu'il ne se passe absolument rien, qu'il n'y a pas de répercussion. Et quand je dis dire des bêtises, c'est finalement une façon juste assez marrante de le dire, parce qu'il n'y a pas de bêtises. C'est une réponse qui a été apportée, une réponse qui est fausse, mais c'est pas grave, c'est pas une bêtise pour autant. L'expression est peut-être même mal choisie dans ce contexte-là. Mais il faut se dire juste, je vais prendre la parole, si j'ai la bonne réponse, tout va bien. Si je n'ai pas la bonne réponse, tout va bien. Voilà. C'est littéralement tout ce qui se passera quand vous prendrez la parole, notamment en TD. Puisque je parle des TD, puisque c'est littéralement un espace qui est prévu pour donner un exercice, donc s'améliorer sur cet exercice, cas pratique, commentaire d'arrêt, mais pour provoquer un échange, que ce soit entre les étudiants et l'enseignant, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. L'échange ne sera pas forcément direct entre les étudiants entre eux quand ils prendront la parole, encore que ça peut être intéressant de les encourager à prendre la parole et à échanger des arguments opposés les uns aux autres, notamment dans le cadre de la correction d'un cas pratique ou d'un commentaire d'arrêt, puisque la critique que l'un adressera à une décision de la Cour de cassation n'est pas nécessairement la critique qu'un autre étudiant adresserait à une décision de la Cour de cassation. Donc c'est intéressant de les voir s'opposer et confronter leur point de vue. Mais c'est aussi en entendant ce que les autres ont d'intéressant à dire, et potentiellement d'opposé à nous, qu'on pourra provoquer un échange informel, puisqu'ils n'échangent pas directement, mais ça reste un échange de point de vue, puisque tout le monde entend ce que l'autre a à dire. Bref, pour dédramatiser la prise de parole, la meilleure chose à faire, c'est prendre la parole. Je ne dis pas que tous les étudiants sont égaux par rapport à ça. Beaucoup d'étudiants, j'ai été ce genre d'étudiant très à l'aise avec la prise de parole. C'est pas pour rien que je fais des podcasts, j'aime beaucoup parler, mais c'est pas le cas de tout le monde. Malgré tout, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas à l'aise par principe, ceux pour qui il faut se faire violence pour aller lever la main et attendre d'être interrogé, il y en a beaucoup dans ce cas-là, je peux totalement le comprendre. Mais dites-vous que c'est là votre seule opportunité. Si vraiment les études de droit, c'est quelque chose qui vous plaît, si même de façon générale, vous êtes quelqu'un qui est mal à l'aise avec la prise de parole, dites-vous que c'est l'espace dans lequel vous pouvez vous améliorer et dans lequel il n'y aura aucune répercussion. Si vous dites quelque chose qui est faux, c'est pas grave, on passe à autre chose.
Voilà, c'est littéralement comme ça qu'il faut envisager le TD. Le TD, c'est cet espace d'échange où il faut prendre la parole. On vous dit tout le temps en CM qu'on vous ne pouvez pas prendre la parole. C'est juste un prof qui s'exprime, il fait une pause au bout d'une heure et demie, il reprend, on reprend le cours. À la limite, vous allez pouvoir lui poser une question entre midi et deux. Vous allez pouvoir poser une question à la pause et lui poser une question à la fin du cours. Mais il y a très peu de profs qui acceptent que des élèves lèvent la main, surtout quand l'amphi est rempli de 400-500 personnes, ce qui est plutôt entendable, pour le couper et poser une question. Ce qui n'est pas du tout le cas en TD, loin de là. Le TD, c'est littéralement l'endroit où vous devez venir en ayant préparé votre séance, bien évidemment, et où vous devez venir avec l'envie d'échanger. C'est à ça que sert cet espace. Et donc, c'est à vous de vous en saisir. Sur la structuration du raisonnement, ça, à la base, faisait l'objet d'un point 2 dans ce podcast, mais je pense que c'est pas pertinent avec tout ce qu'on a vu relativement au cas pratique et voire même aux commentaires d'arrêt. La structuration du raisonnement, tous les conseils que je peux avoir à vous donner d'utile, vous les retrouvez déjà dans la vidéo consacrée au cas pratique, mais ça aurait naturellement été l'étape 2. Voilà. Mais on la saute, puisqu'on a déjà vu bien assez de choses par rapport à cette structuration du raisonnement. La question, il en reste 2 essentielles, et là on est, ça y est, dans la plaidoirie. Vous êtes rentré en cours, votre prof vous a appelé, il a appelé votre camarade qui était opposé à vous, qui allait, parce que vous plaidez, parce que vous êtes 2 à plaider sur le même dossier, pour des avis et des points de vue qui divergent, puisque vous défendez chacun une cause, chacun un parti pris, vous êtes 2, on vous a appelé, c'est le moment où vous allez vous présenter devant le magistrat, qui est votre prof, et que vous allez plaider. La question va être comment utiliser tous les arguments, donc tout l'argumentaire, toute la démonstration que j'ai faite dans mes conclusions, comment l'utiliser à l'oral pour persuader le magistrat. J'irai même plus loin, plus que de persuader le magistrat, votre prof, vous allez devoir vous persuader vous-même. Et si vous êtes assez bon dans votre exercice de plaidoirie, vous allez tenter de rentrer dans la tête de votre adversaire, surtout si vous plaidez en premier, de rentrer dans la tête de votre adversaire et tenter de le persuader. En fait, si avant même qu'il ait eu le temps de parler, vous avez réussi à lui mettre la bonne dose de doute pour qu'il perde ses moyens, alors là, on est vraiment dans une stratégie d'affrontement et de compétition. On est dans un... Alors, à la fac, c'est vrai que je l'encouragerais pas nécessairement, puisqu'on est quand même plus dans un espace d'entraide. Le but, c'est d'avoir une bonne note, c'est pas d'empêcher l'autre d'avoir une bonne note. Mais c'est totalement une stratégie qui peut s'entendre. Ça dépend de votre personnalité. Toujours est-il que devant une vraie juridiction, vous aurez l'intérêt et l'objectif d'aller mettre en échec la partie adverse. Et donc si vous arrivez, en prenant la parole en premier, à rentrer dans sa tête, à le faire douter, et donc plus que d'avoir persuadé le magistrat, c'est presque d'avoir persuadé la partie adverse, vous remplissez totalement les cases pour gagner, puisque c'est votre objectif, c'est de gagner. Donc, la question va être, comment persuader ? Persuader, c'est une chose, c'est l'intérêt de votre plaidoirie ne sert qu'à ça. Persuader, convaincre. Sinon, vous auriez juste rendu vos conclusions et on n'en parlait plus. Moi, j'ai quelques conseils à vous apporter. Tout d'abord, le conseil principal que j'aurais à donner, et ça c'est une critique qu'on peut former à beaucoup d'avocats de renom pour certains, et aussi à beaucoup d'étudiants qui agissent en imitant ces figures d'autorité, j'allais dire, mais ces figures plutôt symboliques du métier d'avocat, je dirais attention à l'éloquence. C'est une bonne chose de bien savoir s'exprimer, c'en est une autre de parler pour ne rien dire. Et je sais qu'en droit, on a cette tendance à vouloir faire de belles paroles, mais que malheureusement, la plupart du temps, on parle pour rien dire. On se répète beaucoup et on a un beau discours vide de sens. Ça arrive très souvent, et ça arrive aussi très souvent pour les étudiants. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les concours d'éloquence. Non pas sur la forme, hein, en lui-même, le concours d'éloquence, je trouve que c'est une très belle idée. Néanmoins, ce qu'on fait de l'éloquence, ce que les étudiants, de façon générale, font de l'éloquence, c'est à mon sens pas la bonne chose, puisque l'éloquence, c'est littéralement avoir quelque chose d'intéressant à dire, mais le sublimer. Faire en sorte que ces belles choses que j'ai à dire, je le dise de belle manière, pour que le fond, la forme plutôt, se retrouve au service du fond, et pas l'inverse. D'accord ? Enfin, pas l'inverse. En tout cas, que la forme se retrouve au service du fond, mais qu'il y ait un fond. Parce que s'il n'y a pas de fond, c'est juste de la forme.
Bien parler et utiliser un bon vocabulaire, c'est non seulement bien, mais c'est essentiel. On ne peut pas passer outre cette nécessité de s'exprimer correctement et avec le vocabulaire adapté. Il faut faire par contre très attention à bien maîtriser son vocabulaire. Ça va dans le même sens que le conseil précédent où je disais attention à l'éloquence. Pourquoi attention à l'éloquence? C'est que ça peut avoir tendance à nous pousser à utiliser des mots compliqués ou des jolis mots qu'on ne maîtrise pas et à les utiliser dans un contexte qui ne s'y prête pas pour dire finalement rien. Voilà, puisque on n'aura rien à dire et en plus de ça, on va mal le dire. Donc c'est un peu le prolongement du conseil d'avant. Et donc, c'est nécessaire. Donc, comment persuader? Évidemment, avoir bien préparé et évidemment, avoir une structuration de raisonnement cohérente et pertinente. Ça, c'est comment je vais persuader. Tu dois avoir des choses intéressantes à dire et structurer ce raisonnement de façon intelligente. De façon générale, et personnellement, j'ai horreur des envolées lyriques. J'ai horreur des... Je sais que ça peut s'y prêter dans certains contextes, par exemple aux assises, dans des vraies affaires. Mais j'ai un peu de mal à accepter les étudiants ou les orateurs, si je dois prendre le terme d'orateur, de façon générale, les personnes qui s'expriment, qui utilisent de beaux mots. Non pas que j'ai horreur du beau mot, bien au contraire, c'est qu'il est généralement mal utilisé. Et j'ai un peu associé les envolées lyriques à ce manque de fond, à ce vide finalement, un peu ce que nos politiciens savent très bien faire. Je vais donner un exemple, une analogie plutôt, pour expliquer tout ce que je viens de dire par rapport à la forme du discours. Un mauvais repas servi, je l'ai trouvé moi-même, donc j'espère que c'est une belle analogie qui vous fera comprendre ce que j'essaye de dire. Un mauvais repas servi dans une belle assiette reste un mauvais repas. Un bon repas servi par un bon repas servi par un Oula, là, j'y arrive pas sur celle-ci. Un bon repas servi par un serveur irrespectueux dans un restaurant miteux, même si ça reste un bon repas, il perd de sa saveur. Un bon repas servi dans une belle assiette et par un serveur agréable, c'est ça une bonne plaidoirie. Vous devez avoir un fond intéressant et sublimer ce fond avec un beau discours. C'est tout. Si vous n'avez pas de fond, vous n'allez pas avoir une belle plaidoirie. Si vous avez que le fond, mais que vous plaidez mal, vous n'allez pas persuader. Alors que si vous avez les deux, vous allez être sur quelque chose de magnifique. Voilà. En fonction de votre degré de maîtrise de la langue française, ça peut être très très beau. Enfin, dernier conseil sur le comment persuader, les magistrats, de façon générale, si j'étais un magistrat, je serais de ce type de magistrat, je pense, ont horreur des courbettes. Il faut s'exprimer avec respect, certes, mais il ne faut pas s'exprimer avec un respect outrancier. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame le Président, en fonction de votre utilisation de la langue française, c'est pas le sujet du débat, mais en tout cas, c'est les expressions qu'on va utiliser devant les juridictions, ni plus ni moins. Ça ne sert à rien d'aller tenter absolument à caresser un magistrat dans le sens du poil parce qu'il n'est pas bête et il va le sentir. Et en plus de ça, ça risque de vous attirer plus de problèmes que de vous donner des bons points. Et donc ça sera pareil quand là, je prends ce cas fictif depuis tout à l'heure de l'exercice de plaidoirie devant une juridiction, mais évidemment que ça revient exactement au même devant votre prof. Alors, quelques derniers conseils relatifs à la gestuelle et à la posture sur la plaidoirie, sur l'exercice de plaidoirie, qui est finalement le dernier point, mais le prolongement du point précédent consacré à la persuasion. Il y a quelque chose que j'essaye de faire depuis plusieurs années et pour lesquels je m'entraîne encore aujourd'hui, c'est de gérer les silences. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, puisque ça demande une certaine maîtrise de la langue française, puisque ça demande un bon vocabulaire, et ça demande d'être en capacité de supprimer totalement, ce que je n'arrive pas encore à faire, ce que j'espère réussir à faire un jour, supprimer totalement les... C'est naturel d'aller chercher le E, parce qu'on va quelque part, je reviens de le faire, j'essaie de ne pas le faire, mais je le fais même sans m'en rendre compte, je le fais même en vous disant que j'essaie de ne pas le faire. En allant chercher le E, on cherche l'information dans notre cerveau. Et il faut essayer d'aller continuer à chercher cette information dans notre cerveau, ne pas hésiter à totalement se stopper pour gérer le silence, se stopper
et de ne pas essayer de combler le vide, c'est-à-dire accepter le vide. Plus facile à dire qu'à faire. Mais ça s'entraîne et je vous encourage vivement à l'entraîner puisque c'est ça aussi qui fera une bonne plaidoirie. C'est ça qui va aussi permettre de supprimer, en tout cas réduire ce stress auquel vous faites face et que vous pouvez parfois subir. Les E, si vous les entendez, l'auditeur, votre interlocuteur, va les entendre encore plus que vous, puisque nous, on a tendance à les supprimer nous-mêmes dans notre tête. Donc, premier conseil, gérer les silences. Ça s'apprend, c'est long, c'est très long, mais quand ça vient et quand c'est enfin là, vous êtes beaucoup plus agréable à entendre parler. Et c'est un peu ce qu'on recherche quand on fait une plaidoirie. Je me dépêche puisque je vois que mon appareil photo va bientôt se couper puisque ça fera 30 minutes. J'ai pas plus que 30 minutes et j'ai pas envie de relancer une vidéo. Prochain conseil, varier le ton et le rythme. Évidemment, ça va être un conseil très simple, c'est ne pas parler de façon plate, ne pas toujours parler fort, ne pas toujours parler doucement. Savoir accentuer le bon mot, savoir parler de façon plate quand c'est nécessaire pour quand l'idée importante doit venir, pour qu'elle vienne et qu'on comprenne que c'est une idée importante. Question de rythme, puisque parfois vous allez parler un peu vite, parfois un peu moins vite. Question de ton, question de hauteur de la voix. Le rythme, c'est un outil que vous allez avoir qui va vous servir pour vraiment être sur le dernier détail finalement de la persuasion. C'est pas ça le plus important, ça reste quand même un élément très important. J'enlèverai le trait, ça reste un élément important. Se tenir droit, bien évidemment, puisque si vous vous tenez droit, vous dégagez plus d'assurance. Si vous dégagez de l'assurance, ça veut dire que vous êtes sûr de ce que vous racontez. Et plus vous êtes sûr de ce que vous racontez, plus les gens qui vous écoutent seront à même d'absorber ce que vous leur dites. Si vous-même vous dites quelque chose et que vous n'êtes pas sûr de vous, j'ai aucune raison de vous croire. C'est un point logique, c'est un point à rappeler. Donc se tenir droit, en tout cas se tenir droit, évidemment pas courbé le moins possible, mais se tenir droit, c'est l'assurance d'avoir la meilleure posture et de dégager de l'assurance, justement. Double répétition du mot assurance, mais nécessaire. Et enfin, ce sera le dernier point, le discours. Logique, mais tu dois connaître tes arguments. Je déconseille fortement d'apprendre toute la démonstration de l'apprendre par cœur. Ça ne sert, à mon avis, à rien, sauf à avoir une plaidoirie très bien rédigée dans un contexte très précis, quelque chose de percutant avec des beaux mots. Mais quand tu fais cet exercice de plaidoirie devant ton prof, je te déconseille de connaître ta plaidoirie par cœur. Par contre, je te conseille vivement de connaître chaque argument et la façon dont tu vas les imbriquer les uns dans les autres. Connaître les faits par cœur, connaître les noms par cœur, connaître les dates par cœur, connaître tes arguments par cœur, mais pas de texte par cœur. Puisque si tu connais ton texte par cœur, la seule chose qui va se passer, c'est que si tu fais face à un imprévu, tu vas être totalement bloqué. Tu n'auras pas travaillé ton cours, tu n'auras pas travaillé ta plaidoirie, tu auras juste travaillé à apprendre par cœur. Ce qui n'est pas du tout l'exercice qu'on te demande de faire. On te demande de faire face à l'imprévu, t'adapter. Voilà, ça sera une bonne plaidoirie. Tu dois incarner ton discours. En fait, voilà, je vais finir par ça, mais c'est littéralement la chose que tu dois retenir. Tu dois incarner ton discours quand tu fais une plaidoirie. Et tu ne pourras incarner ton discours que si tu connais tes arguments, que si tu connais ta plaidoirie, que tu l'as correctement préparée. Voilà, c'est les idées importantes de ce qu'il faut retenir dans une plaidoirie. Je me rends compte que c'est l'épisode le plus long, puisque c'est là où je peux donner les conseils les plus vagues et en même temps les plus précis. C'est assez intéressant. Je n'ai pas donné de conseils concrets, je n'ai pas dit si tu fais face à cette situation, tu devrais faire ça, mais il y a beaucoup de choses qui entourent l'exercice de plaidoirie, et j'espère que cet épisode t'aura permis, et que ça permettra à tes camarades, parce que tu es tellement sympa que tu vas partager ce podcast et tu vas partager cette vidéo, que ça permettra à tout le monde de s'exercer au mieux et de réussir au mieux la plaidoirie. Dans le cadre d'un exercice à l'université, oui, mais aussi et surtout plus tard devant les juridictions.